Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire French Morning. Nous sommes en direct de Washington, D.C. avec François Pinguili, le consul général de France, et Elisabeth Guedel, la rédactrice en chef de French Morning. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, d'avoir répondu à notre invitation. L'objectif étant de donner la parole aux ressortissants français de la circonscription et de répondre aux questions qu'ils se posent. Alors, je vous précise par ailleurs, vous qui nous écoutez, vous pouvez participer en direct avec nous. Alors, n'hésitez pas. Pour ça, vous cliquez sur le lien Zoom et vous nous rejoignez. Vous pouvez lever la main. Il y a le petit bouton juste en dessous pour vous poser vos questions en direct. Si vous êtes un peu timide, on accepte aussi les questions par écrit. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Avant de commencer, je vais vous faire un petit récapitulatif des thèmes que nous allons aborder. Alors d'abord, on va faire un mot sur la situation des Français de la circonscription après 2 années de Covid. Ensuite, on parlera actualité avec les modalités de vote pour les élections présidentielles et législatives. On abordera bien sûr l'éducation bilingue, chère à vos cœurs. Et enfin, on terminera par les démarches administratives. On parlera notamment retraite, aide gouvernementale et demande de passeport, par exemple. Monsieur le consul, alors vous êtes arrivé à Washington en pleine pandémie. Votre consulat a dû faire face à de nombreux défis liés à la crise sanitaire. Alors, pouvez-vous nous dire comment se sont passées ces 2 dernières années pour vous et puis pour le consulat? Merci tout d'abord de nous donner l'occasion de nous entretenir avec l'ensemble des compatriotes de la circonscription. Alors, effectivement, sur la crise sanitaire qui nous occupe, qui nous a bien occupés, qui continue de nous occuper, nous avons commencé par suivre très attentivement les données de l'épidémie sur l'ensemble de la circonscription, qui couvre, comme vous savez, donc la capitale Washington, D.C. et les 5 États voisins, donc qui sont la Virginie, le Maryland, la Pennsylvanie, la Virginie occidentale et le Delaware. Les données sanitaires donc publiées par chacun de ces États depuis le début de la crise, et il faut évidemment se réjouir de la décrue continue du nombre de nouveaux cas quotidiens. On est aujourd'hui à un peu plus de 3000, donc la crise n'est pas complètement derrière nous, l'épidémie n'est pas complètement passée, mais il faut comparer ça à un peu plus de 70 000 début janvier. Donc, c'est quand même une décrue très, très nette et il faut s'en réjouir, même si, évidemment, l'actualité internationale est occupée par une autre crise qui nous préoccupe évidemment d'un autre ordre, mais qui nous préoccupe évidemment beaucoup également. Alors, pendant cette crise sanitaire, le consulat s'est attaché prioritairement à assurer la continuité du service public consulaire pour l'ensemble de nos usagers. Et à cet égard, d'ailleurs, je voudrais saluer à nouveau la disponibilité de l'ensemble des agents du consulat. Nous sommes une trentaine d'agents ici et leur sens du service public, parce que c'est vrai que dans ce contexte très, très particulier, inédit, ça a représenté un investissement important de la part de l'ensemble de l'équipe. Alors, vous m'interrogiez effectivement sur l'activité du consulat durant cette crise. On a été mobilisé principalement, donc en dehors, comme je disais, de l'aspect purement sanitaire de la crise, par deux dimensions de la crise Covid. D'abord, l'impact économique et social sur les Français de la circonscription, et d'autre part, l'impact des restrictions de voyage qui ont été importantes. Alors, sur l'aspect économique et social, il s'est agi évidemment de répondre à la situation des Français qui avaient connu une baisse importante de revenus en raison de la crise, ou certains qui ont été d'ailleurs purement et simplement licenciés en raison des difficultés économiques. Je pense en particulier à certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, par exemple, mais bien d'autres secteurs ont été touchés. Donc là, il s'est agi de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel d'aide sociale qui a été donc décidé par nos autorités pour les Français de l'étranger, donc au niveau des bourses scolaires.
par exemple, avec un assouplissement des critères pour l'octroi de ces bourses scolaires, un secours spécifique, secours occasionnel de solidarité, SOS, qui a été donc mise en place à la faveur de cette crise et qui est donc versée aux familles qui connaissent une baisse importante de revenus en raison de la crise. Et puis également des subventions ce qu'on appelle les organismes locaux d'entraide et de solidarité, les OLES, qui viennent en complément du consulat apporter une aide sociale aux Français les plus fragiles. Et donc, au total, pour vous donner un ordre de grandeur, l'aide sociale aux Français en 2021 a quasiment atteint 1 million d'euros. Donc, quand on additionne tous ces types d'aides sociales. La deuxième préoccupation importante qui nous a beaucoup occupés, c'était évidemment les restrictions de voyage. Vous en avez également parlé à plusieurs reprises à French Morning. On pense évidemment aux conséquences du travel ban, donc qui a impacté entre le 11 mars 2020 et la levée du travel ban le 8 novembre dernier, qui a impacté l'ensemble des Français résidant aux États-Unis, à l'exception de ceux qui étaient titulaires d'une carte verte ou qui avaient des liens de famille, évidemment, avec des ressortissants américains, qui s'est ajouté d'ailleurs à ce qu'on a appelé le visa ban, c'est-à-dire la suspension de la délivrance des visas de travail, de certains visas de travail par les autorités américaines à partir de juin 2020, qui ont constitué évidemment pour tous nos compatriotes ici des difficultés majeures en termes personnels, familiales, parfois de santé aussi, puisqu'ils se retrouvaient empêchés en réalité de retourner en France de peur de ne pas être autorisés à revenir aux États-Unis. Donc on a été vraiment avec l'ambassade au plus haut niveau, puisque l'ambassadeur lui-même c'est fortement impliqué dans ces questions. On a été très mobilisés sur ces questions de circulation et nous avons initié de nombreuses démarches auprès des autorités, auprès de l'administration américaine, en format à la fois bilatéral et aussi dans un cadre européen pour essayer d'obtenir, si ce n'est une levée qui est intervenue heureusement au mois de novembre dernier, en tout cas un assouplissement de certaines de ces mesures. Je pense particulièrement au dispositif exceptionnel qu'on a obtenu pour l'ensemble des enseignants français dans le réseau des établissements homologués de l'AEFE. Il y en a une cinquantaine au niveau de l'ensemble des États-Unis, donc on a beaucoup travaillé pour ça, en lien avec le consulat américain à Paris. Je pense aussi aux dérogations qu'on a obtenues en début d'année 2021 pour les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise en particulier, qui avaient des affaires à suivre aux États-Unis, de telle sorte qu'ils puissent continuer à travailler à peu près normalement. Et puis, le dispositif lui-même, d'ailleurs, d'exception, de NIE, qui heureusement est un lointain souvenir maintenant. Donc voilà, on a été beaucoup occupés par ces deux sujets principalement. Merci pour votre réponse. Et on avait une question d'un auditeur qui nous demandait si les États-Unis allaient abandonner la demande d'avoir un test Covid pour revenir aux États-Unis depuis la France. Si vous saviez si... Alors, je n'ai pas d'indication précise parce qu'évidemment, c'est une décision qui relève exclusivement des autorités américaines. Le fait est que depuis le début de la crise, en tout cas de la mise en place des restrictions de voyage et de la levée du travel ban qui a suivi, les États-Unis ont fait le choix de privilégier les tests par rapport au statut vaccinal. C'est un choix guidé par les CDC et par leur analyse du contexte sanitaire en vigueur dans les pays étrangers. Maintenant, je n'ai pas d'indication effectivement très précise sur ce point-là. Ce sont des règles qui évoluent très très vite depuis le début de la crise, donc, mais qui ressortent des compétences de chacun des États, évidemment.
Merci. Alors, avant de passer à la thématique suivante, on Allô? va juste rappeler que vous pouvez Oui, demander. salut, je suis en ligne, je te rappelle. À tout de suite, merci. On va juste rappeler donc que vous pouvez participer en direct en levant la main. Alors, vous appuyez sur le petit bouton à côté, lever la main, et donc vous pouvez vous poser vos questions en direct. Et maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth. Monsieur le consul, on va aborder donc la question des échéances électorales. Ça arrive très vite. Vous avez rappelé la taille de la circonscription pour que les personnes nous comprennent bien que ça ne concerne pas que Washington, D.C., que votre circonscription est très large en fait. Et on va rappeler les dates de ces deux scrutins. C'est important parce que les États-Unis et la France ne vont pas voter en même temps. Nous allons voter plus tôt, nous, aux États-Unis, et notamment les samedis. C'est vraiment un jour à retenir. Donc, je me permets de rappeler ces dates. Le premier tour du scrutin présidentiel, ça sera le samedi 9 avril, le 10 avril en France. Le deuxième tour, le 23 avril, le 24 en France. Quant aux législatives, donc le premier tour, alors là, il y aura 9 jours pratiquement de décalage, puisqu'on va voter le samedi 4 juin, alors que ce sera le 12 en France, et le 18 juin pour le deuxième tour ici, et le 19 en France. Donc ça, j'imagine que sur le site du consulat, on retrouve ça. On retrouve aussi sur le site de French Morning, c'est vraiment des dates à retenir. Donc, la question déjà je vais commencer par une question d'une personne qui dit, voilà, la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales, c'était le 4 mars. J'ai raté cette date limite. Est-ce que j'ai encore une chance de voter à la présidentielle? Je vous laisse répondre. Malheureusement, je crains que la réponse ne soit pas satisfaisante pour notre compatriote qui pose la question. Mais c'est vrai que la date du 4 mars était vraiment une date butoir. Il faut savoir qu'auparavant, avant la réforme, donc, la date limite, c'était le 31 décembre de l'année précédant le scrutin. Donc, c'était mieux qu'avant, mais on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, pour notre compatriote qui se trouve dans cette situation parce que c'était vraiment une date butoir, celle du 4 mars. On a fait le maximum du côté du consulat pour communiquer bien en amont sur cette date du 4 mars à travers plusieurs canaux de communication, donc notre site internet, des lettres d'information, etc. Mais bon, évidemment, il est difficile de s'assurer que tous les compatriotes résidant dans la circonscription ont accès à l'information. C'est un peu malheureux, mais on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est inviter évidemment l'intéressé à s'inscrire pour les législatives. Alors voilà, c'est que justement, il y a quand même une deuxième chance, ce sont les législatives. Absolument. Donc là, la date limite pour s'inscrire aux élections législatives, c'est le 29 avril. Donc là, ce n'est pas trop tard. Très bien. Alors, ça va être l'occasion de parler des différentes façons de voter aux États-Unis? C'est un petit peu différent, ou en tout cas, possiblement, on pourra peut-être voter par Internet pour les législatives, mais pas à la présidentielle. Est-ce que vous avez des détails? En tout cas, rappelez les différentes façons de voter pour ces deux scrutins. Absolument. Donc, pour les élections présidentielles dont vous avez rappelé les dates, et je vous en remercie, il y a deux modalités de vote. Donc, le vote à l'urne traditionnel, c'est-à-dire il s'agit pour l'électeur de se déplacer dans l'un des bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble de la circonscription. À savoir, donc, on a prévu 3 sites de vote. Washington, évidemment, ainsi que Philadelphie et Norfolk. Et au total, ça fera 6 bureaux de vote, puisque nous avons prévu 4 bureaux de vote sur le site de Washington et un bureau de vote à Philadelphie, un bureau de vote à Norfolk, ce qui correspond à l'importance, je dirais, de l'implantation de la communauté française dans la circonscription. Donc, les électeurs recevront le moment venu une convocation qui précisera donc le bureau de vote auquel ils sont rattachés, auquel ils sont invités à venir voter. Par mail, pour ceux en tout cas qui ont correctement renseigné leur adresse mail,
Et c'est pour ça que là aussi, on a fait beaucoup d'efforts de communication pour dire aux compatriotes de bien vérifier les données d'inscription au registre, puisque c'est sur cette base-là, et donc sur la liste électorale consulaire, c'est sur cette base-là que les correspondances leur sont adressées. Donc, il faut vraiment toujours vérifier que les adresses mail et éventuellement le numéro de téléphone est bien renseigné. Donc, ça, c'est la première modalité de vote. Et la deuxième modalité, pour ceux qui savent d'ores et déjà qu'ils ne pourront pas se déplacer à l'urne ou qui ne souhaitent pas le faire, il y a toujours la possibilité d'établir une procuration. Donc, une procuration, ce n'est pas compliqué à faire, c'est une démarche assez simple. Il suffit donc d'identifier au préalable un mandataire de confiance. Donc, celui qui donne procuration, c'est le mandant, qui donne procuration à un mandataire de voter à sa place, pour le candidat de son choix, évidemment, ou la candidate, le jour J, en se déplaçant, lui, par contre, en personne à l'urne. Donc, le mandataire peut disposer de plusieurs procurations et votera en son nom et au nom du mandant. Ces documents donc, peuvent être remplis en amont sur Internet, sur le site maprocuration.gouv.fr. Il s'agit cependant quand même de se déplacer auprès du consulat pour faire valider ensuite la procuration, ou bien de venir directement au consulat à Washington ou auprès d'un de nos consuls honoraires habilités pour établir une procuration. Ça ressemble à ceci. C'est un document assez simple, hein. Il faut remplir son nom, son numéro d'électeur, le nom évidemment du mandataire, de telle sorte que le consulat ensuite puisse s'assurer de la validité, de l'inscription évidemment des intéressés sur la même liste électorale consulaire et de l'habilitation du mandataire à voter au nom du mandant. Donc voilà, c'est une démarche assez simple à effectuer pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre en personne à l'urne. Alors, il y a beaucoup de questions justement sur la procuration. Il faut préciser que le mandant, celui qui fait la demande de procuration, doit être inscrit sur les listes électorales. C'est pour ça que la personne qui a raté la date du 4 mars, malheureusement, ne peut pas faire appel à la procuration. Je ne me trompe pas. Absolument. Et il y a une question aussi d'une personne, d'une lectrice qui indique j'ai entendu dire que la procuration qu'on peut faire aux États-Unis est valable plus longtemps qu'en France. Valable plus de 3 ans. Alors, c'est au choix en réalité du mandant. La procuration peut être établie pour une durée de son choix, pour le nombre de tours de son choix et pour l'élection de son choix. Donc, c'est vraiment au choix du mandant. Durant 3 années, ça s'est confirmé? Alors, ça, au maximum 3 années. Je crois qu'effectivement, c'est le cas. Oui, tout à fait. La durée maximum est différente de la procuration établie en France. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans le document, vous le voyez, donc, vous choisissez pour quel type d'élection, pour le premier tour, pour le second tour ou pour les 2 tours. Donc, c'est vraiment à géométrie variable en fonction des contraintes de chacun, quoi. Très bien. Et alors, une autre question aussi, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas se rendre au consulat à Washington pour faire la demande de procuration, si on ne peut pas être en personne? Il n'y a pas de solution? Alors, il faut effectivement, la comparution personnelle au consulat est indispensable, sauf à se rendre auprès d'un de nos consuls honoraires habilités. Donc, à Philadelphie, nous avons notre consul honoraire Michael Scullin, qui est habilité à recueillir des procurations. À Pittsburgh, nous avons notre consul honoraire Jean-Dominique Le Garec. Vous trouverez toutes leurs coordonnées sur notre site Internet. Et ça me donne l'occasion de saluer la mémoire de notre 3e consul honoraire qui exerçait depuis 2011 en Virginie, qui, lui, n'était pas habilité à
Je crois. Ouais, je crois qu'on a perdu. Malgré tout. Donc, pardonnez, oui, ça a sauté, pardonnez-nous. Il y a un petit problème technique. Excusez-moi. J'ai une difficulté de connexion Internet. Non, puisque j'évoquais les consuls honoraires, ça me donne l'occasion de saluer la mémoire de notre 3e consul honoraire à Norfolk, Monsieur Nicolas Valcourt, qui nous a malheureusement quittés le 20 février dernier. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de questions dans le chat, donc je vais en poser. Alors, j'ai Jemima qui dit qu'elle est à New York et qu'elle imagine elle sera invitée à aller voter. Alors, je suppose qu'elle parle à New York. Je vais juste rappeler que la semaine prochaine, il y aura un direct avec le consul de New York. Donc, si vous êtes à New York, soyez patient, ça arrive. Votre tour sera le 17 mars, hein, Elisabeth, si je ne me trompe pas. Elle avait aussi une autre question, est-ce qu'on peut voter par voie postale? Alors, par correspondance, c'est possible pour les législatives, mais ce n'est pas possible pour les présidentielles. Parce qu'effectivement, donc j'ai commencé à évoquer les modalités de vote pour la présidentielle, parce que c'est l'élection évidemment qui nous occupe pour l'instant, puisque nous sommes à un mois tout pile du premier tour maintenant. Pour les législatives, effectivement, il y aura 2 modalités de vote supplémentaires, donc vote à l'urne, vote par procuration. Sans doute le vote par Internet, mais nous sommes en attente d'une homologation de ce système de vote. Ça, vous n'avez toujours pas la réponse, c'est à l'essai, c'est ça? Nous n'avons toujours pas la réponse. Nous avons réalisé 2 tests grandeur nature dans l'ensemble du monde. Et je remercie d'ailleurs les usagers de la circonscription qui se sont portés volontaires pour cet exercice, parce que ça a permis de tester de manière en conditions réelles le dispositif. Ça a été plutôt concluant, mais il faut attendre une homologation formelle du dispositif, évidemment, pour confirmer sa mise en place. Donc, pour l'instant, je ne suis pas capable de confirmer que ce sera une des modalités de vote possibles, mais c'est très fortement envisagé, ce qui faciliterait évidemment les choses pour les électeurs. Et je me permets de faire une parenthèse. D'ailleurs, si c'est bien confirmé le vote par Internet, ça sera d'ailleurs entre les 2 tours. Attendez, oui, le 10-15 juin. C'est le vote par Internet pour le second tour, pardon. Ça sera avant le vote du second tour, le 18 juin. Mais on en reparlera quand ça sera confirmé et sur le site du consulat et sur French Morning. Mais je voulais préciser ça, que ça sera d'autres modalités, effectivement. Oui, absolument, vous avez raison. Donc, si le vote par Internet est confirmé, les dates qui nous ont été indiquées, ce sera entre le 24 mai et le 1er juin pour le premier tour des législatives et entre le 8 juin et le 15 juin pour le 2e tour. Voilà. J'ai une deuxième question de Delphine. Et pardon, excusez-moi, je termine donc avec la 4e possibilité, effectivement, puisque c'était la question que vous évoquiez. Il y a également le vote par correspondance qui sera possible pour les législatives. Très bien. Et donc, toujours question procuration, cette fois-ci pour Delphine qui demande est-ce qu'il faut faire 2 procurations différentes pour les présidentielles et pour les législatives? Alors, c'est une excellente question. Il me semble qu'il faudrait en mettre 2 parce que le document prévoit pour quelle élection au singulier. Mais je vous invite quand même à vérifier ce point en nous écrivant directement au consulat à l'adresse dédiée. Donc, nous avons une adresse email avec un agent dédié qui répond aux questions qui concernent les élections. C'est élections au pluriel .washington le tiret du 6 fslt @diplomatie.gouv.fr. Je vais rajouter l'adresse email dans le chat. Et on le rappellera effectivement sur le site de French Morning également.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le vote par correspondance. Le vote par Internet, donc en fait, une question aussi, toute bête. Pourquoi c'est envisagé pour les législatives et pas pour la présidentielle, pardon? C'est une excellente question également. J'imagine que c'est pour des raisons de sécurité. En tout cas, l'attente de l'homologation du vote, c'est essentiellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Mais à ce titre-là, effectivement, il y a une différence de traitement entre la présidentielle et législative. Je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse en dehors de celle-ci. De la même manière pour le vote par correspondance, d'ailleurs. C'est une facilité qui est offerte pour les législatives, mais qui ne l'est pas pour la présidentielle. Oui, c'est vrai. Et donc ça, il n'y a pas d'explication donnée particulièrement sur l'organisation ou par sécurité, comme vous dites, pour la présidentielle? Alors, c'est une décision qui relève de nos autorités, hein, pas du consulat, évidemment. Mais c'est une question qui a sûrement une réponse, mais que je ne connais pas. Très bien. Je crois qu'on n'a plus de questions sur cette partie des élections. On va pouvoir passer à l'éducation bilingue. Anastasia. Tout à fait. Alors, on va commencer par une question en direct. Alors, Elisabeth, je t'invite à inviter Francis Texidor qui veut dire un petit mot au consul. Alors, je ne le vois pas, pardon. Ah, il est toujours là, il lève la main, toujours. Bon élève. Oui, mais je ne le vois pas, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Francis. Si tu vas dans spectateur. Bah, je devrais le voir. Vas-y, commence et puis je vais donner la parole à Francis dès que je l'ai trouvé. Je vais lancer ce commentaire. Alors, monsieur le consul, il avait deux questions. Il y avait une question sur les candidats pour le poste de consul honoraire en Virginie suite au décès malheureux de monsieur Valacourt. Il aimerait savoir s'il pouvait prétendre au poste de Richmond. Et en plus, il avait une deuxième question. Il aimerait ouvrir un centre culturel français à Richmond, abritant une école bilingue et d'autres activités pour le rayonnement de la France. Et il voulait savoir ce que vous en pensiez de tout ça. Alors, sur la première question, effectivement, une fois passée la période de deuil, parce que, encore une fois, nous regrettons tous la disparition de Nicolas Valcourt, qui était vraiment très apprécié de tout le monde et qui a montré un engagement très important auprès de la communauté française de Virginie en particulier et au-delà. Une fois passée cette période de deuil, il nous faudra effectivement désigner un successeur ou une successeuse, si je peux dire, pour exercer ses fonctions de consul honoraire, parce que le consul honoraire, c'est important pour nous, c'est vraiment un relais de l'action du consulat général, à la fois donc au service des compatriotes. Ça leur permet de faire tout un tas de démarches sans avoir à se déplacer jusqu'à Washington, mais aussi en termes de rayonnement, d'influence, de relais de toute l'action en termes de présence française, de coopération au niveau de l'ensemble de la circonscription. Donc, c'est vraiment un rôle important. La procédure de désignation des consuls honoraires ne prévoit pas d'appel à candidature comme on pourrait le faire pour un poste qu'on aurait à pourvoir au consulat ou à l'ambassade. Mais évidemment, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et j'invite les intéressés. Effectivement, M. Texidor nous a déjà fait part de sa disponibilité à prendre contact avec nous, à nous présenter leur parcours, leur CV, les qualités qu'ils peuvent mettre en avant pour occuper ces fonctions, en nous écrivant au consulat.
Alors, en ce qui concerne la localisation du consul honoraire, on s'efforce quand même qu'elle corresponde à la réalité de l'implantation de notre communauté dans la circonscription. Donc, M. Texidor se trouve à Richmond. On a évidemment de nombreux compatriotes à Richmond, mais on en a davantage dans la région de Norfolk. Donc, a priori, on essaiera quand même d'identifier un consul honoraire ou une consul honoraire qui soit située à proximité de Norfolk. Parce que l'idée, c'est justement d'être le plus proche possible de nos compatriotes, de la réalité de leur implantation dans la circonscription. Sur la deuxième question, évidemment, nous, on est tout à fait disposés à appuyer, à soutenir ce type d'initiative. Tout ce qui est de nature à renforcer notre présence, notre rayonnement, le rayonnement de la langue, de la culture française dans la région, on le soutient évidemment. C'est d'autant plus vrai en ce mois-ci, en ce mois de mars, en ce mois de la francophonie. Donc, on est vraiment disposé à étudier, à examiner au plus près les projets qui nous sont soumis, en lien avec les services culturels, évidemment, de l'ambassade, qui sont représentés ici à Washington. Alors, nous disposons effectivement d'un réseau d'alliances françaises dans la circonscription. Il y en a une à Richmond, sauf erreur. Il faut voir les modalités possibles de synergie, de coordination avec l'existant. C'est toujours mieux que de partir de zéro. Mais évidemment, nous soutenons ça de manière très volontaire. Nous sommes très disponibles. Je pense par exemple à l'Alliance française de Charlottesville qui a lancé un club francophone il y a quelques mois. J'invite d'ailleurs, alors il y a un dispositif spécifique qui est mis en place pour appuyer les associations dont l'action concerne les Français de l'étranger, qui s'appelle le dispositif STAFE, de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, qui peut être utile, mais qui ne peut pas servir malheureusement au lancement de nouveaux projets. Donc, il faut que ce soit des projets déjà existants, déjà lancés, qui puissent ensuite être aidés sur tel ou tel projet plus spécifique. Mais en tout cas, j'invite M. Texidor à établir le dialogue pour qu'on voit ensemble les contours que pourrait prendre ce projet qui m'a l'air tout à fait intéressant. Merci pour votre... Il répond à un vrai besoin aussi parce que Richmond, c'est la capitale de la Virginie, donc ça a du sens. Merci pour votre réponse. Alors, c'est vrai que l'éducation bilingue particulièrement, bien chère à nos cœurs. Nous, parents français à Washington et puis ailleurs, à Philadelphie, dans le Delaware, dans tous les États. Et c'est vrai que quand on est parent, on peut faire face aussi à des choix à faire. Alors, c'est vrai que dans notre circonscription, il y a 2 lycées homologués par le programme français, Rochambeau à Washington et puis l'école internationale à Philadelphie. Et donc, si financièrement on ne peut pas, on a les écoles publiques américaines. Et donc là, on a des projets en immersion. Vous, le consulat, quelles sont vos priorités? Comment aidez-vous les écoles homologuées, mais aussi les écoles publiques en immersion? Quel est votre rôle dans l'éducation, dans la circonscription? Alors effectivement, l'enseignement du français et en français est une priorité pour nous, parce que c'est une priorité de nos autorités. Le développement, le rayonnement, l'attractivité de la langue française dans l'ensemble du monde. Et l'offre éducative en la matière dans la circonscription de Washington est très diversifiée, comme vous l'avez rappelé. Donc, on a principalement deux établissements homologués, celui de Rochambeau à Washington et l'EFIP à Philadelphie, qui relèvent donc, qui suivent le programme français de l'éducation nationale. Alors, nous les appuyons avec
sous plusieurs formes, avec l'aide du chef du service des établissements scolaires qui est basé ici à l'ambassade, Olivier Boisson, que je salue, qui fait un gros travail justement de suivi avec avec la cinquantaine. On a plus de 50 établissements homologués sur l'ensemble des États-Unis, deux donc qui relèvent de la circonscription. On participe également de manière matérielle, financière, à certains projets. Je pense par exemple au projet de nouveau campus porté par l'établissement de Rochambeau, qui bénéficie d'une subvention de l'AEFE, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. On a pu aussi les appuyer, je citais cet exemple tout à l'heure, sur les difficultés de voyage qu'ont rencontré les enseignants, parce qu'on estime évidemment que c'est un élément très très important pour la présence française ici. C'est, comme vous l'avez rappelé, un élément important pour les familles de la circonscription. On aide également à travers le dispositif de bourse scolaire. Effectivement, les tarifs des établissements ne sont pas ceux qu'on connaît en France, où c'est gratuit ou quasiment gratuit, mais on a quand même un dispositif de bourse scolaire qui est important pour venir en aide aux familles qui ont des difficultés à inscrire leurs enfants en raison des coûts de la scolarité, des frais de décollage. Alors, ça répond à un certain nombre de critères qui sont très précisément définis en termes de ressources et en termes de patrimoine mobilier et immobilier. Mais évidemment, nous faisons, comment dirais-je, nous examinons l'ensemble des demandes qui nous sont adressées. Nous avons pour cela une réunion régulière du conseil consulaire sur les bourses scolaires qui est organisée au consulat et qui comprend l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger et un certain nombre de membres, de participants, y compris les chefs des établissements homologués. Donc, c'est aussi une manière pour nous de participer très directement à la vie de ces établissements. Et puis, au-delà, évidemment, de ces établissements homologués, il y a tout le réseau, et ça, c'est vraiment un atout ici aux États-Unis qu'il faut souligner, tout le réseau des écoles, comme vous l'avez dit, en immersion, ou Dual Language Programs. Dans la circonscription de Washington, nous en avons une vingtaine. Alors, le paysage est très différent, très disparate en fonction des États. Donc, il y a sans doute des choses à faire pour renforcer encore ce dispositif, renforcer l'existant. On a une vingtaine d'écoles au total, donc une quinzaine d'écoles publiques et au moins 5 écoles privées qui proposent ces enseignements. Alors là, c'est effectivement c'est des enseignements linguistiques en français, mais dans le cadre du programme américain, mais qui peuvent intéresser aussi, qui intéressent un certain nombre de nos compatriotes. Et là, l'enjeu, c'est d'une part d'identifier parmi ces filières existantes les filières dites d'excellence, les meilleures, de telle sorte de pouvoir leur octroyer un label. C'est le label France Éducation. Donc, ça permet effectivement de distinguer les très bonnes écoles parmi ces écoles qui sont toutes bonnes, évidemment, mais qui proposent au minimum 20% d'enseignement en français. Il y a 9 établissements qui bénéficient de ce label dans la circonscription. Et d'ailleurs, on célèbre cette année, en 2022, le 10e anniversaire de ce label, qui permet là aussi à nos services culturels d'apporter un appui direct, y compris financier, en termes de bourses, de formation, d'accueil d'assistants de langue, etc. Donc, c'est aussi un élément important du paysage. Et alors, il ne faut pas oublier non plus les associations flammes. Dans la circonscription, nous en avons principalement 3, donc à Philadelphie, à Bethesda, près de Washington, et à Pittsburgh, qui permettent là de donner des cours de soutien en français aux élèves scolarisés dans les établissements américains.
de telle sorte qu'ils ne perdent pas contact avec la langue française et au contraire qu'ils la renforcent. Et à cet égard, donc, on a aussi… On a perdu, monsieur aux associations flammes. Monsieur le consul, ça a coupé encore une fois. Si vous voulez répéter la dernière phrase que vous avez dite. Oui, pardonnez-moi, j'ai sans doute une connexion Internet un peu instable. Non, je disais que pour les associations flammes aussi, nous participons très directement à travers un programme de subvention à leurs activités qui sont très importantes et qui font partie prenante du programme de renforcement de l'enseignement français à l'étranger. C'est un instrument très, très utile pour les élèves scolarisés dans le réseau américain. Et puis pour finir, j'évoque aussi, parce que ce serait grave si je ne le faisais pas, les alliances françaises. Toutes nos alliances françaises qui jouent un rôle très, très important en termes d'enseignement du français, non seulement de rayonnement culturel, mais de rayonnement linguistique aussi, dont plusieurs qui offrent des cours de langue. On compte environ 3000 apprenants au niveau de la circonscription grâce aux alliances françaises que je salue à cette occasion. Alors, il y a… Vas-y, Elisabeth. Juste, il y a Francis qui a une autre question à vous poser. Donc, ça y est, on l'a retrouvé. Francis, vous nous entendez? Oui, tout à fait. Pas de problème, depuis le début d'ailleurs. Bonjour mesdames, bonjour monsieur le consul. Bonjour. Vous vouliez poser une question? La troisième question, oui, c'est simplement. Pourquoi pas est-ce que les bureaux de vote sont très difficiles à mettre en place parce que, de Richmond pour aller à Washington ou pour aller à Norfolk, il nous faut minimum 2 heures de route aller, minimum je dis, parce que très souvent c'est 3 heures aller. Et donc, moi, d'après les contacts que j'ai autour de moi, ça freine un petit peu les gens pour perdre quasiment une journée pour aller voter. Alors, je me posais la question, pourquoi ne pas créer, par exemple, un bureau de vote à Richmond, par exemple, ou à Charlottesville? Est-ce que c'est important à mettre en place? Est-ce que c'est onéreux? Est-ce que si on a affaire à une équipe de bénévoles pour tenir les bureaux de vote, je ne sais pas, j'ai quelque chose, je ne comprends pas très bien, parce que nous, à Richmond, on est un peu perdus. Nous sommes trop près de Washington et pas assez loin pour être un petit peu plus autonome, on va dire. Voilà. Merci Francis. Monsieur le consul. Alors, deux réponses. Effectivement, il nous est difficile d'installer des bureaux de vote partout où il y a des Français, parce que, par définition, les Français habitent un petit peu partout dans la circonscription. Donc, la logique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de la localisation des bureaux de vote, c'est de coller au plus près de la réalité de l'importance de la communauté française dans la circonscription. Il faut, pour ouvrir un bureau de vote, l'idée, c'est d'avoir un minimum de flux prévu, de flux d'électeurs. Et du coup, nous avons choisi, en fonction de la réalité, encore une fois, de l'implantation de la communauté française dans la circonscription, de mettre 4 bureaux de vote à Washington, parce que l'essentiel de la communauté française, elle est à Washington et aux alentours, un bureau de vote à Philadelphie et un bureau de vote à Norfolk. Alors, les compatriotes de Richmond, effectivement, ils n'ont pas de bureau de vote à Richmond, mais ils peuvent quand même se déplacer à distance raisonnable du bureau de vote de Norfolk ou de Washington. J'ai fait la route, le trajet Washington-Norfolk il y a quelques jours. On fait un aller-retour quand même de manière raisonnable dans la journée. Donc, ça reste jouable. Et deuxième réponse, il y a justement le dispositif qu'on évoquait de procuration pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Donc là, il suffit, encore une fois, d'identifier un mandataire qui vote dans le même bureau de vote, donc à Norfolk,
et de lui donner procuration pour voter à votre place. Et quelquefois, les électeurs veulent voter eux-mêmes. C'est aussi un acte d'aller voter. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une question qui revient souvent, en fait, hein, ce problème de bureau de vote. Bien sûr. Dans le contexte actuel, le fait est que c'est un moment d'autant plus marquant, important de notre vie démocratique, donc qui nécessite, c'est vrai, quelques heures de voiture, mais il faut savoir que plus on multiplie les bureaux de vote, plus il est difficile, voire risqué, ensuite pour la régularité des opérations électorales, de s'assurer que les opérations sont conformes. Pourquoi ? Parce que typiquement, pour chaque élection, donc, il y a un bureau de vote dit centralisateur qui est chargé de centraliser l'ensemble des procès-verbaux établis à l'issue des opérations de vote donc en fin de journée. Il faut veiller à ce que les opérations soient complètement régulières. Et vous savez aussi bien que moi que le code électoral français est très précis, très détaillé pour justement s'assurer qu'on n'ait pas de difficultés à ce niveau-là et de contestation possible du résultat du vote. On est bien placé ici pour savoir que ça peut entraîner parfois des difficultés parfois importantes. Donc voilà, c'est le prix à payer, je dirais, pour s'assurer de la régularité des opérations du scrutin. Et encore une fois, au vu de la réalité de l'implantation de nos compatriotes, il me semble qu'il est difficile de faire mieux. Encore une fois, il faut avoir en tête que la France est un des rares grands pays à proposer ce service, le vote à l'urne, aux compatriotes installés à l'étranger. Donc, il faut aussi saluer le fait que cette possibilité nous soit offerte, quoi. Alors, on va justement enchaîner avec notre dernière partie, tout ce qui concerne les démarches administratives. L'occasion de rappeler d'ailleurs, c'est un petit peu parfois confus pour les gens entre ce que fait l'ambassade, ce que fait le consulat. Dans les services consulaires, justement, qu'est-ce que vous apportez, ce que fait l'ambassade? Je pense au visa notamment, le consulat ne le fait pas, ne le fait plus en tout cas. Est-ce que vous pouvez dissocier justement les différents services apportés aux Français d'ici? Bien sûr, avec plaisir. Alors effectivement, le consulat de France à Washington, le consulat général se trouve dans les mêmes locaux que l'ambassade, enfin dans la même emprise diplomatique que l'ambassade de France, mais ce sont des services distincts. Donc comme vous le savez, le consulat général de France à Washington fait partie des 10 consulats généraux aux États-Unis, avec New York, Boston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Atlanta, Nouvelle-Orléans, et Miami. Et donc, à ce titre-là, nous sommes chargés, je dirais ici à Washington, principalement de deux choses. D'une part, un service d'administration des Français. D'autre part, le service des visas, puisqu'il faut savoir que le service des visas est concentré à Washington pour l'ensemble des États-Unis depuis 2018. Donc, le consulat est composé d'une 30aine d'agents répartis à peu près équitablement entre ces deux services. Pour l'administration des Français, c'est évidemment tout ce qui est accueil des Français, délivrance de cartes d'identité, de passeports, de réalisation, on parlait tout à l'heure d'inscription au registre, des démarches administratives, je dirais, classiques, un service de l'état civil qui s'occupe de l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès, etc. Un service des affaires sociales, donc qui suit toutes les questions qu'on évoquait tout à l'heure
d'aide sociale aux Français de la circonscription, en termes de bourses scolaires, en termes de secours occasionnels de solidarité, en termes d'aide sociale en général, et puis tous les dispositifs d'aide aux Français qui passent par les associations, etc. Et de l'autre côté, donc un service des visas qui se charge, comme je disais, donc, de l'examen des demandes de visa et de la délivrance des visas, sachant que les demandes sont recueillies par un prestataire de services extérieurs qui s'appelle VFS, qui a un bureau au niveau de chacune des circonscriptions consulaires aux États-Unis et qui accueille les demandeurs, qui recueille leurs demandes et qui transmet les dossiers à Washington de telle sorte que nous puissions examiner et délivrer les visas pour la France. Alors, il y a eu des retards, un peu des difficultés durant la pandémie pour vos services de répondre aux demandes de passeport, de carte d'identité, de renouvellement. On peut faire un point, ça en est où maintenant? Est-ce que maintenant, il y a tout le retard des dossiers a été rattrapé? Alors, on a effectivement été confronté à un certain nombre de difficultés au début de la crise sanitaire et en particulier pendant les quelques périodes de confinement à Washington. Typiquement, au tout début de la crise, il y a eu un stay-at-home order émis par la maire de Washington, vous vous en souvenez, entre mars et début juin. Mais on a toujours assuré un service minimum d'urgence, même dans ces cas-là. Et il faut dire qu'avec le recul, ces périodes de confinement ont été plutôt limitées dans le temps. En dehors de ces périodes-là un petit peu particulières, le consulat est resté ouvert. Depuis le 1er juin 2020, à l'exception de quelques périodes à l'automne 2020, à l'hiver 2020, puis à nouveau à l'automne 2021 et à l'hiver 2021. Alors, on a connu quelques difficultés d'accès de certains compatriotes, je pense notamment à ceux qui habitaient en Pennsylvanie, en raison des restrictions d'accès édictées par les autorités locales. La maire de Washington, D.C. avait décidé d'un certain nombre de mesures pour limiter les déplacements, qui ne concernaient pas évidemment du coup le Maryland et la Virginie, donc ce qui a épargné la grande majorité de nos usagers. Et puis on a eu aussi le problème de la suspension des tournées consulaires qu'on a pu reprendre, et ça c'est évidemment un des points importants de l'amélioration de la situation sanitaire. On est allé récemment, donc on a pu récemment effectuer des tournées consulaires à Philadelphie les 24-25 février et en Virginie début mars. Alors, justement, est-ce qu'il va y avoir plus de tournées dans les zones difficilement accessibles, moins accessibles? C'est des questions qui reviennent aussi beaucoup. C'est vrai que dès qu'on propose une tournée, je pense à Philadelphie par exemple, les rendez-vous sont pris d'assaut et sont, comment dirais-je, sont pris dans les 24 heures. Donc ça montre qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là, c'est normal. Alors il faut savoir cependant, c'est-à-dire on parle beaucoup effectivement des difficultés rencontrées, mais en réalité, quand on regarde les statistiques, il faut savoir qu'on a délivré davantage de titres d'identité et de voyage en 2021 par rapport à 2019 avant la crise. Donc, on a mis les bouchées doubles, si vous voulez, pour répondre à la demande. Et du coup, on était à peu près un peu plus de 3000 titres d'identité délivrés en 2021. On était à un peu moins de 2000 en 2019. Donc, le progrès est quand même notable et à saluer. Et même chose pour l'état civil. On a eu à peu près la même quantité d'actes délivrés, c'est-à-dire à peu près 4000. Ça représente quand même un travail considérable. Et je dois dire que on ne déplore pas on ne déplore plus en tout cas de backlog, comme on dit, de stock de demandes non traitées, grâce à encore une fois cet engagement des agents que je tiens à saluer, parce que dans les conditions qu'on a connues, c'était pas évident. Donc tout le retard a été rattrapé.
Absolument. C'est facile d'avoir un rendez-vous. Vous garantissez toujours des places pour avoir des rendez-vous pour des renouvellements de passeport ou de carte d'identité? Tout à fait. Nous avons donc, alors il est important que les auditeurs, que les usagers sachent quand même comment procéder. Nous avons un système de prise de rendez-vous en ligne. Donc, il suffit de se connecter via notre site internet sur l'application de rendez-vous en ligne, de regarder les rendez-vous disponibles. Alors, j'y suis pas allé aujourd'hui, mais il y a toujours des créneaux disponibles, si ce n'est dans les jours, en tout cas dans la semaine ou les 2 semaines suivantes. Il faut reconnaître que l'application elle-même est susceptible d'amélioration, c'est-à-dire qu'il faut parfois être un peu patient pour pouvoir donc confirmer son rendez-vous, mais un travail important est en cours justement avec nos autorités, avec le ministère à Paris, pour améliorer les choses de manière à avoir quelque chose d'un peu plus facile à l'usage. Mais c'est tout à fait comment dirais-je, facile maintenant de prendre un rendez-vous malgré ces petits soucis parfois informatiques. Même moi, j'y arrive, donc c'est pas très compliqué. Un mot, une question d'un lecteur de French Morning qui explique avoir souffert financièrement de la pandémie. Quelles sont les aides du gouvernement français? Est-ce que c'est trop tard, en fait, il demande, pour obtenir des aides Covid ou des aides un coup de pouce? Ce n'est pas trop tard parce que le dispositif donc, exceptionnel d'aide sociale que j'évoquais tout à l'heure a été reconduit pour 2022 pour continuer de venir en aide aux Français les plus fragilisés par la crise. Donc, j'invite notre auditeur à prendre contact avec notre collègue en charge des affaires sociales, justement. Nous avons donc parmi les adresses dédiées que j'évoquais tout à l'heure, une adresse email dédiée pour les affaires sociales. Alors, qui est la suivante? Affaires au pluriel, -social au pluriel. Quand je dis tiret, c'est toujours le petit tiret, hein, ce n'est pas le tiret du 8, c'est le tiret du 6. Affaires-social.washington-fslt @diplomatie.gouv.fr. Vous admettrez que ce sont des longues adresses. Vous ne pourrez pas les simplifier? C'est un chantier auquel nous attaquons, effectivement. Il y a de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir que ça soit… Voilà, et en particulier une partie mystérieuse, le FSLT, que je ne m'explique toujours pas, qui ne correspond ni à consulat, ni à rien du tout, qui est un peu mystérieuse. Et donc, nous y attaquons. Très bien. Alors, en attendant, pour faciliter quand même les choses, le plus simple, c'est quand même d'aller voir sur notre site, où là, l'adresse est plus compréhensible. C'est washington.consulfrance.org. Et là, vous avez vraiment tout, quelle que soit la question que vous avez à nous poser. Vous avez dans la rubrique comment nous contacter par démarche, vous avez le récapitulatif de toutes ces adresses en fonction de la nature de la question posée. On n'a plus que 3 minutes ensemble. Juste une petite question sur les retraites. Est-ce qu'on peut faire un point? Il y a eu du retard aussi, mais qui n'était pas forcément dû à Oceavis. Est-ce que vous avez des retours sur les retraites? On a effectivement un certain nombre de retours de Français qui rencontrent des difficultés avec leur dossier de retraite, alors, qui sont de 2 ordres. Il y a d'abord une difficulté manifestement au niveau de la sécurité sociale américaine qui se situe à Baltimore parce que parfois il y a des accusés de réception. Parfois, s'il n'y en a pas ou ça dure très longtemps. Donc, nous avons régulièrement à intervenir auprès de nos interlocuteurs américains à la sécurité sociale américaine à Baltimore pour essayer de décoincer les dossiers qui sont encarafés. Il faut reconnaître qu'il y a eu quelques difficultés du côté de l'administration américaine en général liées à la crise sanitaire. Donc, il y a sans doute des retards qui s'expliquent par la situation sanitaire, d'autres moins,
Mais en tout cas pour les usagers qui relèvent de notre circonscription ici à Washington, n'hésitez pas là aussi à contacter notre adresse Affaires sociales parce qu'au cas par cas, on essaye de faire le maximum pour débloquer les dossiers. Et il y a un deuxième aspect, quand bien même les usagers reçoivent leur accusé de réception de leur dossier, l'accord de sécurité sociale entre la France et les États-Unis, qui date de 1987, prévoit un dispositif qui passe par la... Monsieur le consul, on vous a perdu, la liaison est mauvaise de toute façon. La case qui atterrit à la... Je suis obligée de vous interrompre s'il y a eu une interruption, on vous a perdu. On va devoir achever cette heure de discussion. Je vous propose que nos auditeurs qui ont encore des questions viennent vous consulter, viennent consulter le site du consulat et vous poser toutes les questions. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Consul. Merci Nastasia et merci à vous tous. Vous retrouverez ce webinaire en entier sur nos réseaux sociaux, sur notre site et on vous souhaite évidemment une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup à French Morning de cette possibilité qui m'était offerte de m'adresser en direct à nos compatriotes que je salue. Et puis, venez voter nombreux. Merci beaucoup. Merci.